Mes parents m'ont traité de loser fauché pendant 6 ans et ma copine m'a largué. Maintenant, ils me supplient de leur donner de l'argent après avoir découvert que je pèse 47 millions de dollars. Ce sera long, mais j'ai besoin de vider mon sac, car ce qui s'est passé la semaine dernière a été le moment le plus satisfaisant de toute ma vie. Et oui, c'est un compte jetable, car certaines de ces personnes connaissent mon compte principal. Pour ceux qui demandent des preuves à l'avance, je ne peux évidemment pas publier de relevés bancaires ou de documents d'entreprise pour des raisons de confidentialité, mais les modérateurs peuvent vérifier ce qu'ils ont besoin de vérifier. Croyez-moi, cette histoire est 100% réelle et j'ai des preuves de tout. J'ai 31 ans aujourd'hui, je suis un homme, mais cette histoire commence vraiment quand j'en avais 23, fraîchement diplômé de l'université avec un diplôme en administration des affaires de l'Université d'État de l'Arizona. Rien d'extraordinaire, juste des notes correctes et une montagne de dettes étudiantes comme tout le monde. Ma moyenne générale était de 3,4, ce que ma famille me rappelait constamment comme étant respectable, mais pas impressionnant. Ma famille a toujours été obsédée par l'argent et le statut social. Mon père, Robert Chen, dirige un petit cabinet comptable appelé Chen & Associates qui marche plutôt bien, mais rien d'extraordinaire. Il a peut-être 12 employés et s'occupe des impôts des entreprises locales et de quelques familles riches de Scottsdale. Ma mère, Linda, travaille comme infirmière superviseur à Banner Health, gagnant un salaire décent, mais toujours stressée par la politique hospitalière et les heures supplémentaires. Ils appartiennent à la classe moyenne aisée, conduisent des voitures correctes, vivent dans une belle maison de 4 chambres à Ahwatukee avec une piscine, prennent des vacances à San Diego chaque été, mais ils étaient toujours obsédés par les apparences et le qu'en dira-t-on. Chaque conversation tournait d'une manière ou d'une autre à la comparaison de notre famille avec les voisins, les clients de mon père ou les collègues de ma mère. Ma sœur aînée, Jessica, a épousé un type de la finance nommé Derek quand elle avait 24 ans. Derek travaille dans une société d'investissement de second rang appelée Southwest Capital Management, gagnant peut-être 120 000 $ et se comporte comme s'il était la réincarnation de Warren Buffett. Il conduit une BMW série 3 en leasing, porte des costumes chers de chez Men's Warehouse, et parle constamment de la diversification de son portefeuille et de ses stratégies de marché à chaque réunion de famille. Mes parents vouent un véritable culte à ce type parce qu'il correspond à leur définition étroite de ce à quoi ressemble le succès. Derek a conclu un autre contrat majeur aujourd'hui, annonçait mon père au dîner comme si Derek venait de gagner le prix Nobel. Une fiducie de placement immobilier pour un client avec 800 000 $ d'actifs. Ma mère rayonnait comme si Derek était son propre fils. Un jeune homme si intelligent. Si motivé. Et puis il y a moi, Ryan. J'ai toujours été l'enfant calme et créatif qui passait trop de temps à dessiner des designs de produits dans mes carnets et à lire des livres sur le commerce au lieu de faire du sport ou de socialiser. Pendant que Jessica prenait des cours de danse et participait à des concours de beauté, remportant des petits trophées en plastique que mes parents exposaient comme des médailles olympiques, j'apprenais les chaînes d'approvisionnement et les processus de fabrication dans les livres de la bibliothèque. Mes parents voyaient cela comme un comportement antisocial plutôt que comme des centres d'intérêt précieux. Ils me trouvaient en train de lire sur la gestion de la logistique ou le développement de produits et secouaient la tête avec déception. Ryan doit apprendre à réseauter, disait mon père à ma mère, comme si je n'étais pas assis juste là. Le développement de produits, c'est bien comme passe-temps, mais le vrai succès vient des relations et de la capacité à vendre. On ne gagne pas d'argent en restant assis seul à lire des livres. Il est trop introverti, acquiesçait ma mère. Comment va-t-il réussir en affaires s'il ne peut même pas faire la conversation dans les soirées ? Quand j'ai obtenu mon diplôme en 2015, je n'ai pas tout de suite trouvé un emploi décent. Le marché du travail était encore assez difficile, surtout pour les jeunes diplômés sans relation familiale ou stages impressionnants. J'ai envoyé environ 200 candidatures en 4 mois et obtenu peut-être 12 entretiens. La plupart des entreprises voulaient 3 ans d'expérience pour des postes de débutants, ce qui n'avait aucun sens. J'ai finalement accepté un poste dans une petite entreprise de logistique appelée Desert Transport Solutions, gagnant 42 000 $ par an tout en vivant dans un horrible complexe d'appartements appelé The Palm, avec 2 colocataires qui laissaient traîner la vaisselle sale partout et jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin chaque nuit. L'appartement avait une moquette marron qui semblait ne pas avoir été nettoyée depuis les années 1990, une cuisine avec des appareils électroménagers qui fonctionnaient à peine et des murs si fins qu'on entendait chaque conversation des appartements voisins. La réaction de ma famille fut, comme on pouvait s'y attendre, décevante. Tu vois, c'est ce qui arrive quand on ne s'investit pas, disait ma mère lors de nos dîners de famille hebdomadaires. Derek avait 3 offres d'emploi avant même d'être diplômé parce qu'il a bien travaillé et a fait des stages dans des entreprises prestigieuses. Tu aurais dû étudier la finance ou le droit,
ajoutait mon père. L'administration des affaires, c'est trop général. Il faut une spécialisation pour imposer le respect sur le marché. Mais le vrai problème n'était pas la critique constante de ma famille. Le vrai problème était ma petite amie de l'époque, Madison. Madison Rodriguez et moi nous sommes rencontrés pendant notre 3e année à ASU. Elle étudiait le marketing avec une mineure en communication et venait d'une famille très riche. Son père, Carlos Rodriguez, possédait une chaîne de concessionnaires automobiles à succès dans la région métropolitaine de Phoenix, Rodriguez Auto Group. Vous avez probablement vu leur publicité à la télé locale avec le jingle « Rodriguez a les offres qui vous donnent le sourire ». Madison était habituée à un style de vie que je ne pouvais même pas imaginer. Des sacs de créateurs de chez Nordstrom qui coûtaient plus cher que mes courses du mois. Des sorties hebdomadaires dans des restaurants chers de Scottsdale où un seul plat principal coûtait 45 $. Des séances de shopping spontané qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Des vacances à Cabo et à Las Vegas entièrement financées par la carte de crédit de papa. Son appartement près du campus était un luxueux 2 pièces que ses parents payaient, avec des comptoirs en granit, des appareils en acier inoxydable, des dressings et une vue sur le lac Tamptown qui ajoutaient probablement 500 $ au loyer mensuel. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je pensais qu'elle était juste un peu exigeante, mais fondamentalement de bon cœur. Elle était absolument magnifique. Un M67, des cheveux blonds avec des mèches parfaites qui coûtaient 300 $ toutes les 6 semaines. Un corps de mannequin fitness grâce à son entraîneur personnel. Le genre de fille qui avait toujours l'air de sortir d'une séance photo Instagram. J'étais complètement éprié, honnêtement, complètement hors de ma portée en termes d'apparence et de statut social. Mais Madison avait des idées très précises sur ce à quoi sa vie après l'université devait ressembler. Elle voulait un homme qui pourrait l'emmener dans des steakhouse chers chaque week-end, lui acheter des bijoux pour des occasions aléatoires, l'emmener en vacances exotiques, conduire de belles voitures, vivre dans des quartiers chics. Quand je gagnais 42 000 $ et que je partageais le loyer à 3 dans un complexe où la piscine était toujours en panne, ce style de vie n'était pas exactement réalisable. Ce n'est pas une question d'argent, disait-elle, ce que les gens disent toujours quand c'est absolument une question d'argent. C'est une question d'ambition. C'est avoir des objectifs et travailler pour quelque chose de mieux. Je veux un partenaire qui veut plus de la vie. Les comparaisons constantes ont commencé assez rapidement et se sont aggravées avec le temps. Son amie Sarah sortait avec un représentant pharmaceutique nommé Brad qui gagnait 85 000 $ et conduisait une nouvelle Mustang. Le petit ami de son amie Britney était un agent immobilier qui avait son propre escalade et l'emmenait à Napa Valley pour le week-end. L'ami Ashley était fiancé à un type nommé Connor qui possédait une salle de CrossFit et parlait déjà d'ouvrir un 2e emplacement. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu te satisfais de si peu, disait Madison quand je suggérais que nous restions à la maison pour commander une pizza au lieu d'aller dans un de ces steakhouse hors de prix où les entrées coûtaient 18 $. Tu ne veux pas plus pour toi, pour nous? Tu ne veux pas construire quelque chose de significatif? Le pire, c'est qu'elle disait ces choses d'une voix douce et concernée, comme si elle s'inquiétait sincèrement de mon manque d'ambition plutôt que d'être simplement déçue que je ne puisse pas financer ses attentes de style de vie. Le point de rupture est survenu environ 8 mois après le début de mon travail en logistique. Madison voulait aller à l'enterrement de vie de jeune fille de son amie Chloé à Miami. Le week-end coûterait environ 1200 $ par personne après les vols, les hôtels, les clubs, les soins au spa et les dîners coûteux. J'avais peut-être 800 $ sur mon compte courant après avoir payé les factures, et mes cartes de crédit avaient déjà des soldes dus à mes tentatives de suivre les attentes de Madison. Alors, débrouille-toi, dit-elle comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Mets-le sur une carte de crédit. Demande de l'aide à tes parents. Prends des quarts de travail supplémentaires. C'est important pour moi. Je ne vais pas m'endetter pour une fête, lui ai-je dit. Et je ne vais certainement pas demander d'argent à mes parents pour financer tes vacances. Mon Dieu, Ryan, tu es tellement radin. C'est comme si tu ne te souciais même pas de mon bonheur ou des choses qui comptent pour moi. Nous avons eu une énorme dispute qui s'est terminée par son départ de mon appartement en claquant la porte si fort que mon colocataire est sorti pour demander si tout allait bien. Le lendemain, j'ai découvert sur les réseaux sociaux qu'elle était quand même allée à la fête avec son ami Tyler, qui possédait une petite entreprise de construction et n'avait apparemment aucun problème à dépenser 1200 $ pour un week-end. Quand elle est revenue de Miami avec un bronzage parfait et des centaines de photos Instagram, elle a agi comme si de rien n'était, mais les choses étaient évidemment différentes. Elle a commencé à annuler nos rendez-vous, à être distante et froide quand nous passions du temps ensemble,
toujours sur son téléphone à envoyer des SMS à d'autres personnes. J'ai découvert qu'elle voyait officiellement Tyler quand mon copain Jake les a aperçus en train de dîner dans un restaurant chic de Old Town Scottsdale. La conversation de rupture a été absolument brutale et s'est déroulée dans mon appartement miteux pendant que mes colocataires étaient à la maison. Donc, ils ont probablement tout entendu. Je pense juste que nous voulons des choses différentes, a dit Madison, assise sur mon canapé de seconde main qui avait une tache visible de l'époque où mon colocataire avait renversé de la salsa lors d'une soirée Super Bowl. Tu te contentes de la médiocrité, et moi non. J'ai des objectifs et des rêves. Je travaille pour quelque chose de mieux, ai-je protesté. Ce travail n'est que temporaire pendant que je réfléchis à ma prochaine étape. J'apprends le métier, je noue des contacts. Elle a ri. Pas un rire méchant, mais pire. Un rire de pitié. Ryan, tu dis ça depuis des mois. Tyler possède sa propre entreprise. Il a de l'ambition et de la motivation. Il peut me fournir le genre de vie que je veux et que je mérite. Donc, c'est une question d'argent. C'est une question de potentiel, dit-elle en attrapant son sac à main, un sac Coach qui coûtait probablement plus cher que le paiement mensuel de ma voiture. Certaines personnes l'ont, d'autres non. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui va quelque part dans la vie. Nous avons tous les deux 23 ans. Comment peux-tu déjà connaître le potentiel de quelqu'un? Parce que certaines personnes voient grand et prennent des risques, et d'autres trouvent des excuses et se contentent de ce qui est confortable. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. J'espère que tu trouveras une solution, Ryan. Vraiment. Mais je ne peux pas attendre que tu grandisses. Le pire, c'est que ma famille était fondamentalement d'accord avec son évaluation quand je leur ai parlé de la rupture. Je suis allé chez mes parents le dimanche suivant pour notre dîner de famille habituel, m'attendant à au moins un peu de sympathie ou de soutien. Au lieu de cela, j'ai eu droit à une leçon sur la responsabilité personnelle et la gestion des relations. Madison était bonne pour toi, a dit ma mère en servant son fameux rôti de bœuf. Elle te poussait à être meilleur et à voir plus grand. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce qu'elle a dit au lieu de t'apitoyer sur ton sort. C'était une croqueuse de diamants qui voulait que je m'endette pour financer son style de vie, ai-je dit. Elle était réaliste sur ce qu'elle voulait chez un partenaire, a répondu mon père, coupant sa viande avec une précision chirurgicale. Une femme comme ça a des options. Tu dois te demander pourquoi elle choisirait quelqu'un d'autre que toi. Ma sœur Jessica a été encore pire. Elle et Derek étaient mariés depuis environ 1 an à ce moment-là et étaient clairement le couple en or de la famille. Madison était de toute façon complètement hors de ta portée, a dit Jessica sans ménagement. Tyler, lui, réussit vraiment. Il possède 3 équipes de construction et vient d'acheter une maison à Paradise Valley pour 750 000 $. Content. Peut-être que c'est une prise de conscience, a ajouté Derek en ajustant sa montre coûteuse. Tu ne peux pas t'attendre à attirer des femmes de qualité si tu n'apportes pas de valeur de qualité à la table. C'est de l'économie de base. J'étais assis là, à écouter ma propre famille m'expliquer pourquoi mon ex-petite amie avait eu raison de me larguer pour quelqu'un avec plus d'argent. Derek a continué avec ses conseils non sollicités. Tu sais quel est ton problème, a-t-il dit, s'échauffant comme s'il donnait une conférence TED. Tu as une mentalité de pénurie. Tu penses petit. Tu dois voir plus grand. Prends des risques calculés. Mets-toi en avant sur le marché. Facile à dire pour toi, ai-je marmonné. Ton père t'a trouvé ce travail. Le père de Derek était associé dans la société d'investissement et avait pratiquement offert son poste à Derek après l'université. Mais Derek agissait comme s'il avait bâti sa carrière uniquement par le mérite et le travail acharné. Les relations comptent, a dit Derek avec suffisance. Mais tu dois les exploiter correctement. Tu ne peux pas simplement t'attendre à ce que les opportunités te tombent dessus. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation. Derek a raison. Tu dois être plus proactif dans ton développement de carrière et plus réaliste quant à tes perspectives amoureuses. Jessica a ajouté, peut-être devrais-tu te concentrer sur des filles plus appropriées à ta situation. J'ai quitté ce dîner en me sentant complètement anéanti. Ma propre famille m'avait essentiellement dit que je n'étais pas assez bien pour mon ex-petite amie et que je devais revoir mes exigences à la baisse dans tous les domaines de ma vie. Mais voilà. Ils n'avaient pas entièrement tort sur le fait que j'étais coincé et que je pensais petit. Je travaillais dans un emploi sans avenir, vivais dans un appartement minable et n'avais aucun plan clair pour améliorer ma situation. Je n'allais simplement pas suivre leurs conseils sur la façon de régler le problème. Au lieu de cela,
j'ai décidé de disparaître de leur radar et de construire quelque chose dans le secret le plus total. Après la rupture et l'intervention familiale, j'ai pris une décision qui a tout changé. J'allais construire quelque chose de significatif, mais j'allais le faire discrètement. Pas de mise à jour à la famille, pas de vantardise sur les réseaux sociaux, pas de demande de conseil ou de soutien, juste du travail pur et concentré. D'abord, j'ai quitté l'appartement partagé et j'ai pris un minuscule studio dans un quartier peu recommandable du centre de Phoenix pour $650 par mois. Le quartier n'était pas génial. Beaucoup de parking, de prêteurs sur gage et de fast-food. Mais le loyer était bas, et personne que je connaissais ne viendrait jamais me rendre visite. Mes meubles se composaient d'un matelas par terre, d'un bureau trouvé sur Craigslist et d'une chaise pliante que j'avais trouvée dans la rue et que quelqu'un jetait. J'avais l'air d'un étudiant fauché, ce qui était exactement ce que tout le monde s'attendait à voir. Mais pendant qu'ils pensaient que je sombrais dans la pauvreté et la dépression, j'étais en fait entièrement concentré sur l'identification d'opportunités. J'ai gardé mon travail en logistique pour un revenu stable et une assurance maladie, mais j'ai commencé à rechercher des opportunités commerciales à chaque moment libre. Je travaillais 70 à 80 heures par semaine entre mon travail de jour et mes recherches, mais je gardais un silence total à ce sujet. L'idée m'est venue de mon passage chez Desert Transport Solutions. J'ai remarqué à quel point les petites entreprises étaient incroyablement inefficaces pour s'approvisionner en produits. Elles payaient des marges ridicules, parfois 3 cents à 4 cents % au-dessus du prix de gros, parce qu'elles ne savaient pas comment trouver directement les fabricants ou étaient trop intimidées pour traiter avec des fournisseurs internationaux. Par exemple, un restaurateur local payait $45 pour des ustensiles de cuisine spécialisés que je pouvais obtenir directement des fabricants pour $12. Une boutique de vêtements payait $80 pour des articles qui coûtaient $15 à produire. Les marges étaient absolument folles si l'on pouvait supprimer les intermédiaires et connecter directement les acheteurs aux producteurs. J'ai commencé petit, en mettant en relation des entreprises locales avec des fournisseurs étrangers et en prenant une modeste commission pour faciliter les transactions. Ce n'était pas un travail glamour. Je passais des heures à rechercher des usines en Chine et au Vietnam, à négocier les prix par email et par des appels téléphoniques en anglais approximatif, à coordonner les expéditions et les formalités douanières. Ma première cliente était une propriétaire de café local nommée Maria qui payait beaucoup trop cher pour des tasses en céramique spécialisées. Elle les obtenait d'un distributeur à Los Angeles qui facturait $18 par tasse pour des articles qui semblaient identiques à ceux que j'avais trouvés en ligne pour beaucoup moins cher. J'ai trouvé un fabricant à Guangzhou qui pouvait produire des tasses de même qualité avec des logos personnalisés pour 60% de moins, frais de port inclus. Ma commission sur cette première affaire était de $340, ce qui ne semble pas beaucoup, mais c'était plus que ce que je gagnais en une semaine à mon travail de jour et cela a prouvé que le concept fonctionnait. Le bouche à oreille s'est fait lentement. La propriétaire du café en a parlé à un ami qui possédait une boutique de cadeaux. Le propriétaire de la boutique de cadeaux l'a mentionné à quelqu'un qui dirigeait une petite chaîne de restaurants. En 6 mois, j'avais 15 clients réguliers et je gagnais entre $2 000 et $3 000 supplémentaires par mois. À la fin de la première année, je gagnais plus avec mon activité secondaire qu'avec mon travail en logistique. Au bout de 18 mois, j'ai quitté Desert Transport Solutions et je me suis lancé à plein temps dans ma propre entreprise. Mais c'est là que ma stratégie est devenue intéressante. Au lieu de célébrer ou de parler de mon succès à qui que ce soit, j'ai en fait commencé à paraître encore plus fauché qu'avant. J'ai gardé le studio horrible, continué à conduire ma Honda Civic de 2003 avec la portière cabossée et la peinture délavée, et je m'habillais comme si je faisais mes achats exclusivement dans des friperies et des rayons de solde. Pendant ce temps, j'épargnais et réinvestissais presque tout. Mes dépenses totales de subsistance étaient peut-être de $2 000 par mois, et je mettais le reste en banque. Ma famille me voyait conduire la voiture délabrée et supposait que je joignais à peine les deux bouts grâce au chômage ou à des petits boulots. Ryan a vraiment du mal, ai-je entendu ma mère dire à sa sœur lors d'un barbecue familial auquel j'ai assisté à contre-cœur. Il ne veut même pas demander d'aide. C'est comme s'il avait renoncé à lui-même. Certaines personnes n'ont tout simplement pas la volonté de réussir, a dit Derek, debout près du grill dans son polo et ses lunettes de soleil de marque. C'est triste, mais tout le monde ne peut pas supporter la pression du vrai monde des affaires. J'ai souri, hoché la tête et continué à construire mon empire dans le secret le plus total. La beauté de mon modèle commercial était qu'il était presque invisible. Je travaillais depuis mon ordinateur portable, communiquais par email et applications de messagerie, et rencontrais les clients dans des cafés ou leurs bureaux. Personne ne savait combien d'argent circulait dans mon opération parce que tout semblait décontracté et à petite échelle.
À la deuxième année, j'avais plus de 40 clients réguliers et j'avais commencé à développer des relations avec des fabricants qui me faisaient suffisamment confiance pour m'offrir des accords exclusifs. Mais plus important encore, j'ai commencé à développer mes propres produits. La deuxième année a été celle où les choses ont vraiment explosé de manière inattendue. J'avais établi des relations solides avec des dizaines de fabricants et j'avais une liste croissante de clients détaillants qui faisaient confiance à ma capacité d'approvisionnement. Mais plus important encore, j'ai commencé à identifier les lacunes du marché et à développer mes propres produits. J'ai remarqué que certaines catégories étaient mal desservies. Des choses simples qui pouvaient être fabriquées à bas prix mais vendues avec d'excellentes marges parce que personne n'y prêtait attention, des gadgets de cuisine qui résolvaient des problèmes spécifiques, des outils d'organisation pour petits espaces, des accessoires de fitness qui étaient trop chers dans le commerce de détail traditionnel. Mon premier produit propre était un système d'organisation de placards modulaires que j'ai conçu après avoir vu à quel point les espaces de rangement de mes clients étaient mal organisés. Le produit coûtait 3,50 $ à fabriquer en Chine, mais résolvait un vrai problème que les gens étaient prêts à payer 29,99 $ pour résoudre. J'ai vendu 50 000 unités au cours des 6 premiers mois grâce à une combinaison de ventes en ligne et de partenariats avec des détaillants. Les marges bénéficiaires étaient incroyables. Après les coûts de fabrication, d'expédition et de marketing, je réalisais un bénéfice net d'environ 18 $ par unité. Ce premier produit à lui seul a généré plus de 900 000 $ de bénéfices. J'ai tout réinvesti dans de meilleurs produits, des commandes plus importantes, des stratégies marketing plus sophistiquées et des systèmes de gestion des stocks. L'entreprise est passée de 5 000 $ par mois à 30 000 $ par mois, puis à 85 000 $ par mois. Début 2018, je gagnais plus de 200 000 $ par mois entre diverses gammes de produits et je continuais de croître rapidement. Mais je continuais à ressembler à un étudiant diplômé fauché qui n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Les dîners de famille devenaient de plus en plus pénibles à mesure que mon échec apparent contrastait avec le succès conventionnel de tous les autres. Madison avait épousé Tyler lors d'une cérémonie somptueuse au Four Seasons de Scottsdale qui a probablement coûté 80 000 $. Ils ont acheté une maison de 650 000 $ à Paradise Valley avec une piscine, un garage pour 3 voitures et une vue sur les montagnes. Jessica et Derek ont déménagé dans un logement plus grand à Ahwatukee et ont commencé à parler sérieusement d'avoir des enfants et de construire un patrimoine générationnel. Tout le monde avançait dans la vie alors que j'étais apparemment coincé dans une adolescence permanente. Nous nous inquiétons pour toi, a dit mon père lors d'un dîner particulièrement inconfortable. Tu as 27 ans et tu vis toujours comme si tu étais à l'université. Quand vas-tu prendre ta carrière au sérieux et commencer à construire quelque chose de significatif? Je travaille sur quelques projets, ai-je dit vaguement, ce qui était techniquement vrai, mais délibérément trompeur. Des projets, c'est moquer Derek en posant son verre d'eau pétillante coûteuse. C'est un euphémisme pour dire au chômage. Tu dois retourner dans le monde de l'entreprise, te construire un vrai CV, commencer à réseauter avec des professionnels. Peut-être que Madison avait raison, a ajouté Jessica, sans même essayer d'être subtile. Peut-être que tu n'as tout simplement pas ce qu'il faut pour vraiment réussir en affaires. L'ironie me tuait. J'étais assis là à écouter des gens qui gagnaient entre 60 000 et 120 000 $ me faire la leçon sur le succès alors que je générais plus de revenus en un mois qu'ils n'en gagnaient en un an. Mais j'ai gardé le silence et j'ai joué le rôle de la déception familiale. Noël 2018 a été particulièrement brutal. Mes parents m'ont pris à part pour ce qu'ils ont appelé une « intervention de vie ». Ils étaient sincèrement inquiets pour mon avenir et voulaient m'aider à me remettre sur les rails avant qu'il ne soit trop tard. Mon père m'a offert un poste chez Shein & Associates pour 38 000 $ par an, pour faire de la comptabilité de base et de la préparation de déclaration de revenus. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit en s'excusant. Mais c'est un travail stable avec des avantages, et tu pourrais apprendre le métier de comptable de A à Z. Peut-être devenir expert comptable un jour. Merci, mais ça va, ai-je dit. Ryan, tu as presque 30 ans, a dit ma mère, la voix lourde de déception. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça indéfiniment. Que se passera-t-il quand tu voudras te marier et fonder une famille? Aucune femme ne voudra être avec quelqu'un qui n'a ni ambition ni stabilité. Comme Madison, a ajouté Jessica, serviable, comme si j'avais besoin d'un rappel. J'ai regardé autour de moi ma famille, mes parents dans leur confortable maison de classe moyenne, Derek dans son pull cher parlant de sa dernière stratégie d'investissement, Jessica avec ses nouvelles boucles d'oreilles en diamant discutant de leur projet de vacances. Tous étaient complètement convaincus que j'étais l'échec de la famille qui avait besoin de leur pitié et de leur intervention. J'y réfléchirai,
Ai-je menti, sachant que mon entreprise avait généré plus de profits ce mois-là que tout le cabinet de mon père? Le mépris devenait plus difficile à cacher. Derek a commencé à faire des blagues sur ma carrière devant la famille élargie. Jessica changeait de sujet dès que quelqu'un posait des questions sur moi. Mes parents ont cessé de parler de moi à leurs amis et voisins. Lors d'une réunion de famille, j'ai surpris ma mère en train de parler à ma tante Sarah des accomplissements de ses enfants. Jessica et Derek réussissent si bien, a dit ma mère. Ils regardent des maisons à Scottsdale et pensent à fonder une famille. Derek vient d'avoir une autre promotion. Et Ryan, a demandé ma tante. Ma mère a fait une pause. Ryan se cherche. Il a toujours été différent. La douleur d'être renié par sa propre famille est difficile à décrire. Chaque réussite dans ma vie professionnelle secrète était assombrie par le fait que les personnes qui devraient être les plus fières n'en avaient aucune idée et ne le croiraient probablement pas si elles le savaient. Mais j'ai utilisé cette douleur comme carburant. Chaque commentaire condescendant, chaque regard déçu, chaque réunion de famille où j'étais traité comme le cas social m'a rendu plus déterminé à construire quelque chose de si grand qu'il n'aurait d'autre choix que de le reconnaître. En 2020, je valais environ 12 millions de dollars. Mais mon style de vie n'avait pas changé du tout. Mon entreprise de produits réalisait constamment 300 000 dollars par mois. J'avais commencé à investir dans l'immobilier en utilisant des stratégies de financement créatives et j'avais lancé 3 gammes de produits supplémentaires ciblant différents segments de marché. Je possédais 6 propriétés locatives à Phoenix et Tucson qui généraient 18 000 dollars supplémentaires de revenus passifs par mois. Mon portefeuille d'investissement comprenait des fonds indiciels, des actions individuelles et quelques crypto-monnaies que j'avais achetées lorsque le Bitcoin était encore sous les 4 000 dollars. Mais je vivais toujours dans le même studio horrible et conduisais la même Honda Civic délabrée. La dissonance cognitive était surréaliste. Je passais mes matinées à examiner des états financiers montrant des revenus mensuels à 7 chiffres, puis je me rendais aux réunions de famille dans ma voiture cabossée, portant des vêtements des rayons de solde de Target. La pandémie a en fait accéléré la croissance de mon entreprise de manière inattendue. Tout le monde achetait des produits en ligne, les chaînes d'approvisionnement étaient perturbées et les petites entreprises avaient plus que jamais besoin de partenaires d'approvisionnement fiables. Mon expérience avec les fabricants internationaux signifiait que je pouvais maintenir le flux de stock alors que d'autres entreprises ne pouvaient pas obtenir de produits. Les revenus ont doublé, puis triplé. En 2021, je valais 28 millions de dollars et mon revenu mensuel approchait les 500 000 dollars. L'attitude de ma famille à mon égard avait évolué de la sympathie à la frustration, puis à la honte pure et simple. Ils étaient passés de s'inquiéter pour moi à avoir activement honte de mes échecs apparents. Je ne sais plus quoi dire aux gens, a confié ma mère à Jessica lors d'un appel téléphonique que j'ai surpris. Madame Patterson a posé des questions sur Ryan au club de lecture, et j'ai dû prétendre qu'il explorait différentes opportunités ou quelque chose d'aussi vague. Il est peut-être temps d'adopter une approche plus dure, a suggéré Derek lors d'un dîner de famille. Coupez-lui les vivres financièrement, forcez-le à grandir et à prendre ses responsabilités. Nous ne lui donnons pas d'argent, a protesté mon père. Non, mais vous payez son téléphone. Vous l'invitez aux vacances familiales. Vous l'incluez dans les événements familiaux, a répondu Derek. Vous encouragez ce style de vie. Parfois, les gens ont besoin de toucher le fond avant de faire de vrais changements. C'était particulièrement savoureux venant de quelqu'un dont les parents avaient payé le MBA et lui avaient donné un acompte de 50 000 dollars pour sa première maison. Mais Derek s'était convaincu que son succès était entièrement autodidacte. Le point de rupture est survenu en mars 2022, à la fête du 30e anniversaire de Jessica. Elle s'est tenue dans un restaurant chic de Old Town Scottsdale appelé The Mission. Le genre d'endroit où les entrées coûtent 22 dollars et où l'ambiance est plus importante que la nourriture. Le restaurant avait des murs en briques apparentes, un éclairage tamisé provenant de luminaires coûteux et des serveurs qui agissaient comme s'ils vous rendaient service en prenant votre commande. Tout le monde était habillé en tenue de ville ou de cocktail, sirotant des cocktails artisanaux qui coûtaient 16 dollars chacun. Madison était là avec Tyler, exactement la même qu'à l'université, cheveux parfaits, maquillage parfait, une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Tyler avait pris du poids et perdait ses cheveux, mais sa Rolex brillait et son entreprise de construction était apparemment florissante. Je suis arrivé en jean et t-shirt parce que, honnêtement, je ne possédais rien de plus chic, même si j'avais les moyens de m'offrir les vêtements les plus chers de la ville. J'aurais pu acheter toute la chaîne de restaurants, mais ça, il ne le savait pas. Madison a délibérément fait l'effort de venir me dire bonjour, probablement par un mélange de curiosité et de pitié. Ryan, oh mon Dieu,
comment vas-tu? Elle m'a fait le genre de câlin qu'on fait à quelqu'un à un enterrement. Bref, gênant et plein de sympathie. Je vais bien, ai-je dit simplement. C'est super. Tu as l'air. Elle a fait une pause, observant mon apparence de magasin discount exactement comme à l'université. Tyler est apparu à côté d'elle, une bière artisanale à la main et sa montre coûteuse captant la lumière. Ryan, mec, content de te voir. Comment vont les affaires? Je ne peux pas me plaindre. C'est génial, mec. Tu sais, si jamais tu veux te lancer dans quelque chose de sérieux avec un potentiel de croissance, je pourrais toujours avoir besoin d'un bon assistant administratif. Le secteur de la construction est en plein essor en ce moment. J'ai souri poliment. Merci. Je garderai ça à l'esprit. Madison m'a touché le bras de cette manière condescendante que les gens riches utilisent avec les parents pauvres. C'est tellement bien que tu restes positif et que tu gardes la tête haute. Tout le monde n'est pas fait pour le grand succès, et c'est parfaitement normal. Certaines personnes sont juste faites pour être des travailleurs, pas des leaders, a ajouté Tyler en hochant la tête sagement. Il n'y a rien de mal à ça. Le monde a besoin de tous les types. Ils se sont éloignés, pensant probablement avoir fait leur bonne action de la journée en reconnaissant le cas social de la famille qui n'avait jamais réussi à mettre de l'ordre dans sa vie. Mais en les regardant s'éloigner, Madison dans ses talons de créateur et Tyler avec sa success story dans la construction, j'ai réalisé que j'en avais fini de me cacher. Fini de prétendre être quelque chose que je n'étais pas. Fini de laisser des gens qui avaient accompli bien moins que moi me traiter comme un échec. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps pour la grande révélation. Le lendemain matin, j'ai appelé mon père et lui ai demandé d'organiser un dîner de famille pour le week-end suivant. Je lui ai dit que j'avais des nouvelles importantes à partager et que je voulais que tout le monde soit là. De bonnes nouvelles, j'espère, a-t-il dit, s'attendant probablement à ce que j'annonce que j'avais enfin trouvé un vrai travail ou peut-être une petite amie prête à sortir avec quelqu'un de moins bien loti. Des nouvelles qui vont tout changer, ai-je répondu de manière énigmatique. Samedi soir, tout le monde s'est rassemblé chez mes parents. Jessica et Derek, mes parents, même mon cousin Mike, qui se trouvait être en visite de Tucson. J'avais spécifiquement demandé à mon père d'inviter Madison et Tyler, ce qui l'a déconcerté, mais il l'a fait quand même. Pourquoi eux? A-t-il demandé. Fais-moi confiance, tu comprendras. Je suis arrivé dans la même Honda Civic délabrée, portant un jean et un polo que j'avais depuis l'université. Tout le monde était déjà là, bavardant et buvant des sodas, se demandant probablement quel genre d'annonce l'échec de la famille pouvait bien avoir à faire. La salle à manger me semblait familière mais différente. Je la voyais à travers les yeux de quelqu'un qui pouvait acheter et vendre tout ce qui se trouvait dans la pièce sans réfléchir au coût. D'accord, Ryan, a dit mon père une fois que nous nous sommes tous assis autour de la table en acajou. Tu as dit que tu avais des nouvelles à partager avec tout le monde. Au lieu de faire un discours, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de ma banque d'entreprise principale. Sans rien dire, je l'ai tendu à mon père. Il a regardé l'écran montrant le solde du compte. Son expression a complètement changé. Il a cligné des yeux, a regardé à nouveau, puis a posé le téléphone très délicatement comme s'il pouvait exploser. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé ma mère, se penchant avec curiosité. « Le solde » a dit mon père doucement. Sa voix était à peine un murmure. Il est écrit 47,3 millions de dollars. Silence complet. On aurait pu entendre une mouche voler. C'est impossible, a dit Derek, saisissant le téléphone avec des mains tremblantes. Ça doit être un faux. Une sorte d'application qui permet de mettre de faux chiffres. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à mon tableau de bord d'entreprise, qui affichait en temps réel les revenus, les marges bénéficiaires, les niveaux de stock et les projections financières. Les revenus du mois en cours étaient de 847 000 $ et continuaient d'augmenter. C'est mon entreprise, ai-je dit calmement, savourant les visages choqués autour de la table. Je la construis depuis 6 ans pendant que vous pensiez tous que j'étais en train de rater ma vie. Plus de silence. Madison fixait l'écran de l'ordinateur portable comme s'il était écrit en hiéroglyphes anciens. Tyler était devenu complètement pâle et serrait sa bouteille de bière si fort que j'ai cru qu'elle allait éclater. « Mais ton appartement » a dit faiblement Jessica, sa voix à peine audible. « Tu vis dans ce studio horrible. »« Je suis maintenant propriétaire de cet immeuble » ai-je répondu sans détour. Je l'ai acheté l'année dernière pour 2,3 millions de $ en espèces. Ça semblait être un bon investissement immobilier.
La voiture? J'aime cette voiture. Elle est payée, fiable et n'attire aucune attention. Mais je possède aussi une Tesla Model S Plaid et une Porsche 911 Turbo. Elles sont dans un garage climatisé de l'autre côté de la ville avec quelques autres véhicules. Ma mère a été la première à retrouver la parole. Ryan, chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? J'ai regardé chaque personne dans la pièce individuellement avant de répondre. Parce que je voulais voir comment vous me traiteriez si vous pensiez que je n'avais rien. Et il s'avère que ce n'était pas très bien. Je me suis levé lentement et j'ai regardé chaque personne autour de la table. Derek, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Tu m'as offert un poste d'assistant administratif, gagnant probablement 35 000 $ par an. Mon entreprise génère plus de profits en une semaine que tu n'en gagnes en un an. Le visage de Derek était rouge vif, et il ne pouvait pas soutenir mon regard. Madison, ai-je continué, me tournant vers mon ex-petite amie, qui fixait toujours l'écran de l'ordinateur portable. Tu m'as quitté parce que je n'avais pas d'ambition et que je ne pouvais pas te fournir le style de vie que tu voulais. Je vaux maintenant plus que toute la chaîne de concessionnaires de ton père. De beaucoup. Jessica, ai-je dit en regardant ma sœur, tu as passé des années à dire aux gens que j'étais la déception de la famille. Il s'avère que je suis le seul millionnaire dans cette pièce. En fait, multimillionnaire. Maman, papa, ai-je dit enfin, vous aviez honte de parler de moi aux gens. Vous m'avez offert un travail à 38 000 $ par pitié. J'ai 31 ans et je suis financièrement indépendant pour la vie. La pièce est restée complètement silencieuse. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je continué, savourant chaque seconde de leur choc. Je déménage en Californie le mois prochain. J'ai acheté une maison à Palo Alto pour 8,2 millions de $ en espèces. J'étends mon entreprise à l'échelle nationale et j'examine quelques opportunités d'acquisition. J'ai ramassé mon téléphone et mon ordinateur portable et me suis dirigé vers la porte. Madison, Tyler, ai-je dit en m'arrêtant à l'entrée de la salle à manger. Merci de m'avoir montré exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. Cette leçon valait des millions pour moi. Jessica, Derek, ai-je continué, profitez bien de vos paiements d'hypothèque, de vos prêts auto et de votre style de vie de classe moyenne. Essayez de ne pas donner trop de conseils non sollicités aux gens qui réussissent vraiment. Maman, papa, ai-je dit enfin, peut-être que la prochaine fois, ne jugez pas votre fils sur les apparences. Certains d'entre nous préfèrent construire leur richesse discrètement plutôt que de se vanter. J'ai commencé à partir, puis je me suis retourné une dernière fois. Oh, et Derek, cette mentalité de pénurie que tu m'as diagnostiquée, il s'avère que c'était en fait de la patience stratégique. Tu devrais te renseigner là-dessus. Et sur ce, j'ai franchi la porte, suis monté dans ma Honda Civic délabrée et je me suis éloigné du moment le plus satisfaisant de toute ma vie. Les appels ont commencé exactement 48 heures plus tard, avec la précision d'une horloge. D'abord Jessica, la voix tremblante et pleine de remords. Ryan, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée de ce que tu construisais. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Puis Derek, essayant de paraître décontracté et professionnel. Salut mec, j'ai été complètement déplacé. J'adorerais discuter de quelques opportunités d'investissement potentielles avec toi si tu es intéressé. Mes parents ont appelé ensemble sur haut-parleur. Nous sommes si fiers de toi, fiston. Nous avons toujours su que tu étais spécial et que tu trouverais ton chemin. Mais l'appel le plus divertissant est venu de Madison 3 jours plus tard. Ryan, c'est Maddy. J'ai pensé sans arrêt à ce qui s'est passé au dîner, et je réalise que j'ai fait une énorme erreur il y a des années. Tyler et moi avons de sérieux problèmes et je n'arrête pas de penser à nous et à quel point nous étions bien ensemble. Êtes-vous divorcés? Ai-je demandé sans détour. Eh bien, non, pas encore, mais nous avons vraiment des problèmes. Appelle-moi quand tu le sauras. En fait, ne m'appelle pas du tout. Ryan, s'il te plaît, écoute. J'étais jeune, stupide et j'avais une vision à court terme. Je ne comprenais pas ce que tu construisais ou à quel point tu deviendrais prospère. Nous pourrions être si extraordinaires ensemble maintenant. Tu as raison sur une chose, ai-je dit. Tu étais jeune et stupide. Le problème, c'est que tu es toujours stupide. Tu n'es juste plus jeune. Et j'ai raccroché. Tyler a appelé le lendemain pour demander s'il y avait des opportunités d'emploi dans mon entreprise. Jessica a demandé de l'aide pour le raconte sur une maison plus grande.
Derek voulait discuter de partenariats commerciaux synergiques et de stratégies d'investissement mutuellement bénéfiques. Mes parents ont été les plus persistants, appelant tous les quelques jours pour prendre des nouvelles et mentionner nonchalamment diverses pressions financières familiales. Les prêts étudiants de Jessica devenaient écrasantes. La dette de carte de crédit de Derek était plus élevée qu'il ne l'avait réalisé. Mon cousin Mike avait des factures médicales que l'assurance ne couvrait pas. La semaine dernière, Madison a appelé en pleurant. Apparemment, l'entreprise de construction de Tyler avait connu de graves revers pendant le ralentissement économique, et ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque. Pourrais-je les aider, pour le bon vieux temps? Pour le bon vieux temps, ai-je dit, absolument pas, et j'ai raccroché.